Barcelone 1939. Au milieu des ruines de la guerre civile espagnole, un homme se retrouve à la croisée des chemins. La brutalité du conflit dans son propre pays l'a laissé désabusé, et l'ombre menaçante de l'Allemagne nazie plane sur l'Europe. Il peut continuer à fuir et à se cacher, ou il peut affronter son ennemi de face et lutter contre la tyrannie. Munisse uniquement de son intelligence et imagination, Juan Pujol Garcia entreprend un voyage remarquable. Cela ferait de lui, d'un éleveur de poulets et homme d'affaires raté, un espion autodidacte. Grâce à son réseau élaboré de sous-agents fictifs, il a les nazis suspendus à chacune de ses paroles. Alors que les Alliés planifient méticuleusement leur invasion de la Normandie et la libération de l'Europe, il devient leur arme secrète. Probablement le double agent le plus réussi de toute l'histoire. Voici la véritable histoire du brillant et excentrique agent Garbeau. Le mythe, l'espion, la légende. Vous serez peut-être intéressé d'apprendre que je publie désormais mes histoires d'espionnage sous forme de podcast intitulé « Héros et traîtres » avec Philippe Thompson. Ces épisodes seront disponibles à l'écoute sur le lecteur de podcast de votre choix. Veuillez consulter le lien dans le blog de description pour plus d'informations. Né le jour de la Saint-Valentin 1912 dans une famille aisée de la haute société à Barcelone, Juan Pujol Garcia a toujours eu une imagination débordante. Enfant, il se perdait souvent dans ses rêveries. Une fois, il est même entré à vélo par la fenêtre d'une salle de classe, trop absorbé par les histoires qu'il s'inventait dans sa tête. À l'âge de 7 ans, enfant ingérable envoyé en pension, il ne montrait aucun intérêt pour ses études ni pour la discipline stricte imposée par ses professeurs. Pujol est devenu un jeune homme athlétique et charmant. Il aimait la poésie, la nature et séduire les filles du coin. À la grande déception de sa famille, cependant, le jeune Pujol a quitté l'internat à l'âge de 15 ans. Il a débuté un apprentissage en quincaillerie où il a travaillé les années suivantes. Et au début de la vingtaine, il s'est inscrit dans une académie où il est devenu éleveur de poulets certifié. En 1931, à 21 ans, Juan Pujol a effectué 6 mois de service militaire obligatoire comme officier au 7e régiment d'artillerie légère d'Espagne. Il a détesté chaque minute de ce service, disant plus tard qu'il lui manquait les qualités essentielles de loyauté, de générosité et d'honneur pour être un bon membre de l'armée. C'était un humaniste et un rêveur, son pacifisme le poussant à détester toutes les formes de violence. Après avoir quitté l'armée derrière lui, il a tenté d'entrer dans le monde des affaires en achetant une série de salles de cinéma. Chacune de ces entreprises échoua plus lamentablement que la précédente, et ainsi, en 1935, à l'âge de 24 ans, il retourna à sa vie à la ferme avicole. Il était également fiancé à la jeune Marguerite, une femme catholique dévouée, qui, bien qu'elle fût très gentille avec Pujol, ne parvint jamais à réellement gagner son cœur. Juan Pujol a dû penser à ce moment-là qu'il allait simplement s'installer dans une existence monotone et sans éclat. Cependant, à l'aube de 1936, l'Espagne se dirigeait inévitablement vers des troubles politiques. 5 ans plus tôt, en 1931, le roi Alphonse XIII avait fui le pays, laissant derrière lui un vide de pouvoir qui fut comblé par des groupes communistes et fascistes désireux de s'emparer du pouvoir et d'imposer leur idéologie. L'agitation, la violence et l'instabilité ont plongé l'Espagne dans la guerre civile. Le 17 juillet 1936, les arènes espagnoles devinrent bientôt la place publique des exécutions politiques et les corps commencèrent à joncher les rues. Pujol fut consterné lorsqu'il fut appelé sous les drapeaux par les républicains soutenus par les soviétiques, son service militaire obligatoire étant encore frais dans sa mémoire. N'ayant aucun goût pour ce qu'il considérait comme un conflit fratricide, il esquiva la conscription en se cachant chez sa fiancée, pendant qu'il se faisait discret. La mère de Pujol, sa sœur et le fiancé de celle-ci furent capturés par l'armée républicaine et accusés d'être contre-révolutionnaires. Les choses allèrent de mal en pis pour Pujol. Peu avant Noël 1936, il fut découvert dans sa cachette lors d'une descente de police et emmené au poste de police local.
Il n'y resta qu'une semaine avant d'être libéré lors d'une évasion audacieuse organisée par un groupe de résistance locale appelé le Socorro Blanco. C'est sa fiancée Marguerite qui avait rendu son évasion possible. Elle avait également des contacts avec les bonnes personnes pour offrir à son bien-aimé Pujol une planque sûre à Barcelone. Il y vécut 1 an, se cachant des 2 camps de la guerre civile. L'appartement dans lequel il vivait appartenait à un chauffeur de taxi et se trouvait dans un quartier de la classe moyenne. À l'été 1937, le chauffeur de taxi est parti avec sa famille, isolant totalement Pujol. Son unique contact humain était quand une fille du quartier lui apportait de la nourriture et lorsqu'il parlait à ses protecteurs par radio à voix basse. Au fil des semaines, Pujol devenait toujours plus déprimé et amaigri. Ses conditions de vie isolées dans un petit appartement commencèrent à avoir des conséquences sur sa santé physique et mentale. Il savait qu'il devait s'échapper de Barcelone et prévoyait de quitter l'Espagne déchirée par la guerre. Grâce à un contact dans le réseau de la résistance, Pujol réussit à obtenir de faux papiers d'identité qui le faisaient passer pour trop âgé pour le service militaire. Il comprit rapidement cependant que la seule façon de franchir les frontières était de faire exactement ce dont il s'était caché pendant des mois. Pujol rejoignit l'armée républicaine et fut envoyé sur les lignes de front près du Mont Blanc. Une nuit de 1938 sous couvert d'obscurité, lui et 2 autres ont fui leur poste et traversé les lignes ennemies pour rejoindre le camp nationaliste. Les soldats déserteurs furent plus rapidement faits les prisonniers de guerre et placés dans un camp de concentration dans la province basque. Après plusieurs semaines de captivité, une de ses nombreuses lettres à sa famille ou ses amis reçut une réponse. Issu d'un milieu aisé, un ami de la famille ayant les bons contacts a pu négocier sa libération. Dans un état de santé extrêmement précaire, Pujol fut conduit dans un hôpital de la ville de Burgos pour reprendre des forces. Un jour, pendant sa convalescence, une jeune infirmière entra dans sa chambre. Pujol succomba aussitôt au charme de la beauté aux cheveux noirs. Leurs conversations informelles devinrent vite plus sérieuses et ils tombèrent amoureux. Aratel González Carbello ressemblait beaucoup à son bien-aimé. C'était une rêveuse et une aventurière. Mais les rêves d'Araceli, à la différence de ceux de Pujol, concernaient les beaux vêtements et un style de vie glamour. On la décrivait comme extrêmement intelligente, aventureuse, théâtrale et un peu vaine. La guerre civile espagnole s'est achevée le 1er avril 1939 lorsque le général Franco a pris le pouvoir d'une Espagne affaiblie. Juan Pujol et sa jeune fiancée Araceli ont fait de leur mieux pour s'installer dans la carcasse meurtrie de la ville de Madrid. Désespéré de gagner un revenu, Pujol est devenu le directeur d'un hôtel 3 étoiles appelé le Majestic. La guerre avait vu l'hôtel autrefois populaire tomber en déclin, et l'ambition de Pujol de restaurer l'hôtel à sa gloire d'antan fut vaine. Si ce n'est rien d'autre, son travail dans cet hôtel en difficulté lui offrait l'occasion de rencontrer une grande variété de personnes et de personnalités. Lorsque le duc espagnol de Torré est venu séjourner au Majestic, Pujol a engagé la conversation. Pujol a appris que les vieilles tantes pro-Franco du duc se plaignaient de ne pas pouvoir se procurer de whisky écossais en raison des conditions de guerre. Saisissant l'occasion, Pujol fit la proposition suivante au duc, s'il pouvait obtenir un passeport lui permettant de quitter l'Espagne et de se rendre au Portugal. Pujol connaissait un homme capable de fournir aux tantes assoiffées du duc suffisamment de leur précieux whisky écossais pour éviter toute déshydratation. Le duc accepta avec gratitude ce qu'il considérait comme un excellent plan. Et bientôt Pujol reçut un passeport. Ainsi simplement pour avoir guidé les Franco-royaux à travers le Portugal à la recherche de 6 bouteilles d'or liquide, Pujol s'était acquis quelque chose de bien plus précieux. Un moyen de quitter l'Espagne déchirée par la guerre. Le monde en dehors de l'Espagne, cependant, ne s'en sortait guère mieux. En septembre 1939, la Grande-Bretagne déclara la guerre à l'Allemagne après l'offensive nazie en Europe. Alors que les combats continuaient, Pujol commença à entendre des rumeurs sur les camps de concentration qui apparaissaient partout en Europe et sur les horreurs qui s'y déroulaient à l'intérieur. Il était indigné. Mes convictions humanistes ne me permettront pas de fermer les yeux sur l'immense souffrance que le psychopathe était en train de déclencher. Ce sont des mots qu'il a écrits plusieurs décennies plus tard en réfléchissant à son parcours de vie. Juan Pujol était un homme aux idéaux progressistes. Ceux-ci lui avaient été inculqués par son père.
La dignité humaine, la liberté et la valeur de l'individu étaient pour lui primordiales. Il détestait toute forme d'extrémisme et considérait Hitler comme un démon. Dans ses propres mots, il voulait commencer une guerre personnelle avec le Führer. En janvier 1941, Pujol s'est senti obligé de faire tout ce qu'il pouvait pour combattre les nazis et contribuer au bien de l'humanité. Il voulait faire quelque chose de concret, mais sachant qu'il n'était pas fait pour être soldat, il a décidé de faire la meilleure chose suivante. Il s'est rendu, audacieux comme pas deux, à l'ambassade britannique à Madrid pour offrir ses services. Des services de quoi ? Fut probablement la réaction qu'il reçut. 3 fois, Pujol fut repoussé. Un éleveur de poulets espagnols excentrique, qui parlait à peine un mot d'anglais, n'était qu'en guerre le genre de personne à figurer en haut de la liste des recrues potentielles du Military Intelligence. 5. L'Espagne était aussi officiellement neutre durant la guerre, et le Military Intelligence 5 craignait les conséquences si l'utilisation d'un agent espagnol était découverte. Pourtant, l'enthousiasme et la persévérance de Pujol ne devaient pas être émoussés. Il voulait prouver aux Britanniques qu'il pouvait contribuer à l'effort de guerre. Naturellement, il a décidé que la meilleure façon d'y parvenir était de devenir espion pour cette même organisation. Il détestait les nazis. Il ne savait rien de l'espionnage, et encore moins de l'Abwehr et de son fonctionnement. Il savait qu'il devrait apprendre à jouer un rôle, celui du nazi dévoué engagé dans la vision d'Hitler pour la nouvelle Europe. Après s'être exposé à autant de propagande et de doctrines nazies qu'il pouvait en trouver, il appela l'ambassade d'Allemagne à Madrid depuis le téléphone de l'hôtel et demanda à parler à l'attaché militaire, après avoir donné son meilleur discours pro-nazi à l'attaché. Il fut étonné quand son interlocuteur lui annonça qu'il serait bientôt appelé. Lorsqu'il reçut un appel le lendemain, on lui dit de se présenter dans un café à proximité le lendemain après-midi à 16h30. Hitler détestait les espions et le sale jeu de l'espionnage. Il avait très peu d'agents en Grande-Bretagne, et ceux que les Allemands avaient à recruter ont fini par être retournés par les Britanniques pour devenir des agents doubles. Il semble donc que l'Abwehr était moins exigeante dans le choix de ses agents et a donné sa chance à Pujol. Lors de la réunion au Café Lyon, Pujol fut présenté à un agent de l'Abwehr, blond aux yeux bleus nommé Federico, qui devint son agent traitant allemand. Juan Pujol raconta encore son histoire d'amour et de dévouement à Hitler et à son nouvel ordre. Il déclara également qu'il avait de nombreuses relations diplomatiques, qu'il pourrait mettre à profit pour faire avancer la cause nazie. Federico fut impressionné et décida de fixer un second rendez-vous dans une brasserie. C'est lors du deuxième rendez-vous que Pujol fut officiellement recruté par l'Abwehr. Son nom de code fut Arabelle, dérivé du latin signifiant, ironiquement comme cela s'avérera pour les Allemands, pieux ou prière exaucée. La première mission de Pujol en tant qu'agent Arabelle fut de se rendre à Lisbonne, véritable capitale de l'espionnage, ce qu'il fit le 26 avril 1941, laissant derrière lui sa femme enceinte, Aratelli. Là-bas où il devait obtenir un visa de sortie pour pouvoir poursuivre son voyage vers l'Angleterre. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. La demande de Pujol ayant été refusée par les fonctionnaires du consulat, il passa des jours à boire dans les bars d'hôtels, devenant de plus en plus désespéré. Il ne pouvait pas retourner à Madrid les mains vides. Il pensait n'avoir d'autre option que d'accomplir sa mission et de prouver sa bonne foi aux Allemands. Pour un homme comme Juan Pujol, le destin devait forcément intervenir. Un jour, le directeur de l'hôtel le présenta à un homme nommé Señor Salza, un compatriote espagnol. Pujol ne pensa pas grand-chose de l'homme jusqu'à ce que, lors d'un voyage à Estoril, il sorte avec ostentation un visa diplomatique délivré par le ministère espagnol des Affaires étrangères. Pujol dut contenir son excitation en voyant le document, qui serait son billet non seulement pour l'Angleterre, mais aussi pour gagner la confiance de son agent de liaison de l'Abwehr. Il commença immédiatement à charmer l'homme, l'emmenant dans des parcs d'attractions, des cafés et des boîtes de nuit. Lorsqu'il invita Señor Sousa à une semaine de jeu au casino, Estéril Pujol feignit d'être malade, comme excuse pour retourner dans leur chambre d'hôtel. Il supplia son compagnon de continuer. Il le rejoindrait bien assez tôt. De retour à l'hôtel, Juan Pujol sortit l'appareil photo qu'il avait pris. Il trouva le visa diplomatique dans le sac de Señor Sauser et prit rapidement autant de photos que le temps le permettait. Après avoir remis le visa original à sa place, Pujol retrouva son nouvel ami au casino.
Dès que le voyage fut terminé, Pujol se mit au travail pour créer un faux. L'arnaque consistait pour Pujol à convaincre un graveur, une imprimerie et une papeterie de l'aider à créer son chef-d'œuvre falsifié. Une fois tout terminé, Juan Pujol détenait un passeport lui permettant de voyager assez facilement à travers l'Europe en temps de guerre. Il retourna triomphalement à Madrid, convaincu que son succès prouverait aux Allemands à quel point il pouvait leur être utile. Il continua de voir Federico, prétendant connaître un homme en Grande-Bretagne, voulant convertir 5 millions de pesetas en livres sterling. Pujol disait que, bien joué, il pourrait négocier un accord de change avec cet homme. L'Espagne, en manque de devises, a saisi l'occasion pour envoyer Pujol espionner en Grande-Bretagne. Lorsque Pujol a révélé son atout, le visa diplomatique falsifié, l'affaire était conclue. Juan Pujol, l'agent Arabelle, a reçu 3000 $ américains en espèces, des codes chiffrés et des flacons d'encre invisibles. En juillet 1941, on lui a dit de faire ses valises et de se rendre en Angleterre avec sa famille sans tarder. Sa mission ? Constituer un réseau d'espions en Grande-Bretagne et commencer à transmettre des renseignements militaires aux Allemands. La première étape du voyage de Pujol fut Lisbonne. Il pensait sûrement qu'avec tout ce qu'il avait accompli et réalisé, les Britanniques l'accueilleraient à bras ouverts et l'emmèneraient immédiatement à Londres. Mais hélas, ses services furent de nouveau catégoriquement refusés lorsqu'il se présenta au consulat britannique. Bien que découragé, il se sentait trop engagé dans son jeu dangereux pour abandonner. Il décida d'arrêter de faire semblant d'être espion et de le devenir vraiment. À Lisbonne, il s'acheta une carte de l'Angleterre, un guide touristique et mit la main sur un exemplaire des horaires des chemins de fer britanniques. Le 19 juillet 1941, il envoya un télégramme à l'Abwehr à Madrid pour convaincre ses supérieurs qu'il était bien arrivé en Angleterre et qu'il progressait dans sa mission. Il affirma même avoir rencontré un pilote de la compagnie aérienne néerlandaise Koninklijke Luchtvaart Maatschappij qui avait accepté de transporter ses lettres d'Angleterre à Lisbonne, ce qui expliquait les cachets portugais sur sa correspondance. En inventant des histoires détaillées pour ce qui deviendra jusqu'à 27 espions fictifs, il rédigea des rapports précis sur les mouvements de l'armée britannique, de la Royal Air Force et de la marine. Écrivant dans un style flamboyant et fleuri, il transformait la moindre information anodine en un récit captivant. Il tirait les informations qui alimentaient ces récits uniquement de ses cartes. Des tracts de propagande, des actualités cinématographiques et des bribes d'informations qu'il glanait auprès des gens dans la rue. Il attribuait les renseignements qu'il inventait à son réseau de sous-agents disséminés à travers le Royaume-Uni. Il se vantait quand il approchait la vérité et rejetait ses erreurs sur ses sources fictives. En octobre 1941, Pujol envoya sa 3e lettre à l'Abwehr. Dans cette lettre, il affirmait que son sous-agent, un certain William Gerbers, avait observé une armada de 5 navires britanniques quittant Liverpool en direction de l'île de Malte. La petite colonie britannique de la Couronne était un maillon clé dans la défense britannique et d'une importance stratégique dans la campagne alliée d'Afrique du Nord. La désinformation de Pujol a conduit le haut commandement allemand à redéployer ses forces aériennes et navales pour contrer une attaque inexistante. À une autre occasion, Pujol a signalé qu'une importante armada britannique quittait le pays de Galles. Cette fois, des sous-marins allemands et des avions italiens ont été mobilisés pour intercepter l'armada inexistante. Faisant perdre du temps et des ressources aux Allemands, Pujol savait toutefois qu'il ne pourrait maintenir sa ruse indéfiniment. Si tout ce qu'il fournissait aux Allemands s'avérait faux, il serait rapidement abandonné. Pire encore, Federico accentuait la pression pour obtenir des renseignements plus précieux. Oui, un tuyau sur l'emplacement d'une école de pilotes de la Royal Air Force près de Sandwich ou un navire britannique vu dans un bassin de Radoub équipé d'une nouvelle arme prototype était intéressant. Pour les Allemands, cela n'avançait pas leur effort de guerre ni n'apportait d'avantages stratégiques réels. Fournir les détails d'une nouvelle force expéditionnaire, recruter un agent en Irlande du Nord et obtenir des brochures spécifiques de l'Institut de statistique d'Oxford figuraient là parmi les tâches à accomplir de Pujol. Se sentant comme un rat perdu dans un labyrinthe et n'ayant aucune expérience directe de la vie en Grande-Bretagne. Il faisait aussi des erreurs.
Dans l'un de ses rapports, il a écrit que les hommes de Glasgow feraient n'importe quoi pour un litre de vin, sans savoir que le whisky était la seule boisson de prédilection en Écosse. Il a également commis des erreurs en parlant de la monnaie britannique, citant des montants uniquement en shillings et en pence alors qu'il aurait dû parler en livres sterling. Cela peut sembler être des détails mineurs, mais un officier du renseignement allemand avisé, examinant minutieusement chaque mot écrit par Pujol, aurait pu s'en apercevoir rapidement. Un autre problème était le manque d'argent. Pujol n'était en aucun cas dépensier, mais il avait déjà dépensé les 3000 dollars américains qui lui avaient été donnés au départ et ne recevait plus que de maigres allocations. À peine de quoi garder un toit au-dessus de sa tête et de la nourriture dans son assiette. Pujol a proposé pour la 5e fois ses services d'agent double au consulat britannique, cette fois à Lisbonne. Pour la 5e fois, il a essuyé un refus. La femme de Pujol, Araceli, sentait la panique de son mari et commençait elle-même à se sentir désespérée. Elle prit donc sur elle de faire tout ce qu'elle pouvait pour convaincre les Britanniques qu'ils faisaient dans le une erreur. Araceli, faisant preuve d'ingéniosité, persuada une connaissance d'écrire en français ce qui paraissait être un mot anodin. Araceli écrivit ensuite le texte à l'encre invisible, en substituant des mots pour faire croire qu'un des agents de Pujol fournissait des renseignements clés sur une attaque de sabotage planifiée. Elle se rendit à l'ambassade américaine et réussit à rencontrer l'attaché naval à qui elle montra le mot. Elle déclara qu'elle connaissait la source de cette information, qui se trouvait justement être son mari. Cela suffit à convaincre les Américains de la mettre en contact avec le Military Intelligence.6. Juan Pujol Garcia était enfin sur les radars britanniques. Pendant que tout cela se passait, les Britanniques interceptaient et déchiffraient des télégrammes envoyés depuis Lisbonne par un mystérieux agent, Arabel à l'Abwehr à Madrid. Ces messages ressemblaient à des rapports de renseignement provenant d'un espion au sein des rangs alliés. Les cheveux se sont dressés au Military Intelligence 6 lorsqu'un dossier contenant les messages décodés a été remis au chef de la sous-section du contre-espionnage. Les rapports de l'agent mystérieux étaient si minutieusement détaillés que le Military Intelligence 6 fut soudain convaincu qu'ils avaient affaire à un véritable espion. Ce qui a cependant déconcerté les Britanniques, c'est que les informations divulguées n'étaient pas très précises et que certaines étaient en fait carrément absurdes. Les messages étaient cependant suffisamment proches de la vérité pour que le Military Intelligence 6 commence à s'activer afin d'identifier l'agent Arabel. Ce qui a probablement convaincu les Britanniques qu'Arabel n'était pas un escroc, c'est la réaction des Allemands à ces messages, détournant d'importantes forces au Rhineland selon ces informations, qui étaient rédigées dans un style des plus convaincants et prosaïques, mais étaient presque entièrement inventés. Après avoir envoyé des demandes d'informations à travers tous ces réseaux de renseignement en Europe, le renseignement britannique a reçu un télégramme du Military Intelligence 6 à Lisbonne indiquant que un homme du nom de Juan Pujol avait approché l'attaché naval américain à Madrid pour offrir ses services comme espion aux Alliés à Londres. L'Espagnol, ayant fait cette offre très particulière, avait également mentionné qu'il transmettait de la désinformation à l'Abwehr depuis le Portugal. Après que le Military Intelligence 6 eut confirmé que Juan Pujol était l'agent Arabel, il fut décidé de le faire entrer clandestinement en Angleterre par Gibraltar. En avril 1942, laissant derrière lui sa femme et son jeune fils, Pujol embarqua secrètement à bord d'un navire marchand britannique à destination du Royaume-Uni. À son arrivée, Pujol fut conduit dans une planque du nord de Londres où il fut interrogé par son futur officier traitant, Tommy Harris. Aussi séduisants qu'ils étaient par la perspective de recruter un homme dont l'Abwehr mangeait avidement dans la main, le Military Intelligence 5 avança avec prudence, craignant la possibilité que Pujol soit un triple agent nazi. Interrogé sur sa motivation à espionner pour les Alliés, Pujol raconta une histoire à propos de son frère Jacen, qui était allé en France et avait vu la Gestapo sortir des gens d'une ferme et les exécuter au bord de la route. Pujol a dit que lorsque son frère lui a raconté cette histoire, il a décidé sur le champ qu'il devait agir. C'était un mensonge. Son frère aîné Joaquin n'avait jamais quitté l'Espagne et encore moins voyagé en France. Néanmoins, après avoir réussi l'inspection, Juan Pujol a enfin réalisé l'ambition de sa vie. Il a été recruté par le Military Intelligence 5 et, comparant ses talents d'acteur à ceux de la célèbre actrice, il a reçu le nom de code Garbo.
Juan Pujol a été intégré au Double Cross System, une opération de contre-espionnage et de tromperie présidée par l'historien et sportif d'Oxford John Cecil Masterman. Le Double Cross System était coordonné par le comité 20 et avait été créé pour gérer des agents doubles qui transmettaient de la désinformation aux Allemands. Le Military Intelligence 5 a veillé à ne pas trop exploiter l'agent Garbo trop vite. En plus de rester prudent sur la possibilité que Pujol soit un agent triple, il jugeait aussi utile d'augmenter progressivement la pression. C'est cette période pendant laquelle un agent gagne la confiance de l'autre camp. L'agent Garbo a fourni de fausses informations à l'Abwehr. C'est vrai, mais il s'agissait d'informations peu utiles, principalement sur les mouvements de bataillons, que les Britanniques se sentaient à l'aise de transmettre à l'ennemi. Pujol a continué d'élargir son réseau de faux agents, allant d'un représentant de commerce à un poète indien et même à un employé du ministère de la guerre britannique. Son réseau d'espionnage comptait 27 personnages fictifs, chacun doté d'une histoire et d'une personnalité unique. Les nazis ont même payé les salaires de tous ces faux agents, remettant jusqu'à 340 000 $ américains à Pujol pour qu'il les distribue à son réseau, pour assurer le bon déroulement de son opération. L'agent Garbo était incroyablement soulagé de travailler désormais pour les Britanniques, ce qui signifiait qu'il n'avait plus à inventer les renseignements qu'il transmettait aux Allemands. Il savait pourtant qu'il jouait un jeu très dangereux. Il devait trouver des excuses lorsqu'il ne rapportait pas d'informations militaires que ses agents de liaison allemands pensaient accessibles. Par exemple, lorsqu'il ne rapportait pas les grands mouvements de la flotte navale britannique, il expliquait que son sous-agent était tombé malade puis était décédé. Pour donner à l'histoire un air de vraisemblance, les Britanniques ont publié une nécrologie pour l'agent décédé qui n'existait pas. Ils sont même allés jusqu'à verser, du moins selon les registres officiels, une pension d'État à sa veuve tout aussi inexistante. Le premier grand coup de Pujol, en tant que véritable espion britannique, concernait la campagne alliée en Afrique du Nord. Le comité XX et Garbo lui-même savaient qu'il ne pourrait sans pas indéfiniment tromper les Allemands avec des mensonges. Pour rester dans les bonnes grâces des nazis, Garbo devait fournir de véritables renseignements de qualité. Pujol et le Military Intelligence 5 ont donc élaboré un plan ingénieux. Il a été décidé que l'agent Garbo divulguerait aux nazis les véritables détails de l'opération Torche, à savoir l'invasion anglo-américaine prévue en Afrique du Nord. Cela aurait, en théorie, compromis l'ensemble des efforts de guerre des Alliés et coûté la vie à de nombreux soldats alliés. Cependant, il y avait un piège. Le 1er novembre 1942, Garbo a envoyé une lettre codée pour prévenir les Allemands d'une attaque alliée à Alger et Casablanca. Il a immédiatement envoyé la lettre par la poste. Cela signifiait que sa lettre était à la fois datée et oblitérée une semaine avant le début de l'opération Torche. Le Military Intelligence 5, cependant, s'est assuré que la lettre soit retardée alors qu'elle passait par les capteurs britanniques. Le 8 novembre 1942, les forces alliées ont pris d'assaut les plages du Maroc et de l'Algérie alors que l'opération Torche commençait. Le 9 novembre 1942, le gestionnaire allemand de Pujol, Federico, tenait la lettre de son agent, malgré sa profonde déception de son arrivée avec un jour de retard. Lui et le haut commandement nazi pensaient que leur agent Arabelle était vraiment un oracle. En effet, ils le considéraient aussi puissant qu'une armée de 45 000 hommes. Ils ont répondu en félicitant leur agent pour les informations qu'il avait fournies, allant même jusqu'à s'excuser de les avoir reçues un peu trop tard. En signe de gratitude et de confiance, Pujol reçut de la part des Allemands davantage de fioles d'encre invisibles, ainsi que 2 nouveaux codes secrets. L'agent Garbo était désormais solidement établi comme un agent de confiance auprès des nazis et il allait bientôt recevoir sa mission la plus importante. Alors que Pujol réussissait comme agent double britannique, sa vie familiale était moins heureuse. Au début de 1942, peu après le recrutement de Pujol comme espion britannique, sa femme, Aratelli, et leur jeune fils furent transférés pour le rejoindre à Londres. Aratelli maîtrisait encore moins l'anglais que son mari, et soumise aux strictes restrictions imposées par le Military Intelligence, 5 sur ses libertés, elle se retrouva isolée dans un pays étranger. Aratelli passait rarement du temps avec son mari, Juan Pujol, qui passait de longues journées et nuits à travailler au siège du Military Intelligence
5 sur Jermyn Street. De plus, le régime alimentaire britannique insipide en temps de guerre, caractérisé, comme le disait Aratelli, par trop de macaroni, trop de pommes de terre et pas assez de poissons, laissait beaucoup à désirer. Aratelli se sentait piégée dans son petit appartement londonien. Elle avait déjà prouvé sa valeur comme partenaire de son mari dans l'espionnage et supportait mal d'être exclue de ce travail passionnant et important. Au fur et à mesure que l'année 1943 avançait, l'insatisfaction d'Aratelli s'intensifiait, ce qui la poussait à adopter un comportement erratique, motivé par le mal du pays et un fort désir de retourner en Espagne. Le responsable de Pujol, Tommy Harris, commença à remarquer l'état mental apparemment instable d'Aratelli. Les choses ont atteint leur paroxysme lorsque, le 21 juin 1943, Pujol et Aratelli se sont disputés violemment. Aratelli a menacé que si on ne la laissait pas repartir aussitôt en Espagne, elle dénoncerait son mari à l'ambassade d'Espagne. Les enjeux étaient trop importants pour que cela soit permis, et l'écho des menaces d'Aratelli a été entendu. Jusqu'au sommet du Military Intelligence, 5 et au-delà, jusqu'au bureau du Premier ministre Winston Churchill lui-même. Malgré tous les efforts du Military Intelligence, 5 Aratelli ne pouvait pas être apaisé par des cadeaux ou des arguments. La meilleure arme de l'agent Garbo était la tromperie, et malheureusement, il a été contraint de l'utiliser contre sa propre femme. Pujol et le Military Intelligence, 5 ont convenu de mettre en place une ruse. Un agent du Military Intelligence, 5 a rendu visite à Aratelli, lui disant que son mari avait été arrêté et qu'il avait été envoyé pour récupérer un pyjama et une brosse à dents. « Arrêté, pourquoi ?» demanda-t-elle. On lui expliqua alors que Pujol avait été désactivé en tant qu'agent à cause de ces menaces. Lorsque cette nouvelle fut annoncée à Pujol dans un accès de colère, il attaqua un agent du Military Intelligence, 5, et se retrouva ainsi en prison. Aratelli refusa de coopérer et se déchaîna. Elle appela furieusement Tommy Harris, puis Charles Haynes, l'opérateur radio de Pujol. Elle insista pour qu'il soit chez elle à Londres. Dans les 30 minutes suivantes, Haynes se précipita chez les Garcia, où il trouva Aratelli allongée sur le sol dans une tentative de suicide simulé. Elle avait ouvert tous les robinets de gaz et s'était enfermée dans la maison. Aratel fut ensuite conduite au camp 20, un centre d'interrogatoire britannique du sud-ouest de Londres, servant à détenir des agents allemands capturés. Après une courte discussion avec son mari, vêtu de vêtements de prisonnier, elle fut renvoyée chez elle et dut attendre son sort. Pujol rentra chez lui le lendemain et dit à Aratelli que les Britanniques avaient eu pitié de lui et qu'il lui permettrait de continuer à travailler comme agent double, à condition qu'il n'y ait plus de problème. Bien que ce soit en partie de sa propre faute, Pujol fut bouleversé par cet épisode désagréable et n'en parla plus jamais, ni à l'oral ni à l'écrit. Devant mettre de côté le tumulte de sa vie personnelle, la guerre continuait sans relâche alors que 1943 avançait. Juan Pujol se préparait pour sa plus grande tromperie, une opération qui aiderait les Alliés à gagner la Seconde Guerre mondiale. À ce stade de la guerre, la campagne anglaise était devenue un centre animé d'activités militaires en préparation de l'opération Overlord. Le personnel militaire, les avions, les jeeps et les tentes remplissaient les routes rurales. Cela, bien sûr, n'avait pas échappé à la reconnaissance allemande. La clé du succès de l'invasion était la surprise. Si les armées alliées espéraient donc percer la muraille de l'Atlantique, apparemment impénétrable de Hitler, elles avaient sans besoin des forces allemandes, distraites ailleurs. L'opération Fortitude était la réponse des Alliés, avec l'agent Garbo préparé à jouer un rôle clé dans la série d'opérations de tromperie imbriquées et de plus en plus élaborées des Alliés. La mission de Pujol était de tromper les forces allemandes, en leur faisant croire que l'invasion aurait lieu au Pas-de-Calais, un endroit situé à 200 miles au nord de la véritable cible, la Normandie. Si cette stratégie réussissait, la majorité des troupes nazies seraient éloignées du véritable lieu de l'action. Garbo n'était pas le seul agent double impliqué dans cette grande opération. Le comité des 20 dirigeait une poignée d'espions qui s'étaient infiltrés au sein de l'Abwehr et qui envoyaient des informations trompeuses similaires aux nazis. Pour orchestrer cette grande illusion, Garbo devait convaincre les nazis qu'une armée fictive de 1 million d'hommes, appelée le premier groupe d'armées des États-Unis, se rassemblait dans le sud-est de l'Angleterre.
Cette ruse élaborée impliquait des chars et des navires gonflables, plus vrais que nature disséminés dans les ports et les champs, de faux hôpitaux surgissants, des avions factices en bois construits, et même une fausse installation pétrolière près de Douvres. Le tout avec des machines à vent amplifiant la poussière, empruntées aux studios de cinéma. Les médias ont aussi joué leur rôle, avec des photos mises en scène et des lettres fabriquées de la part d'habitants frustrés, ajoutant au spectacle. Le général George Patton a été vu en train de rallier ses forces fictives dans le sud-est de l'Angleterre. Pour renforcer l'illusion, les sous-agents fictifs de Garbeau envoyaient dans des rapports sur toutes ses préparations militaires. Ces manœuvres laissaient Hitler et le haut commandement nazi de plus en plus anxieux. Pendant des mois, Hitler pensait que l'invasion débuterait à Pas-de-Calais. Mais au fil du temps, il s'est de plus en plus concentré sur la Normandie et la Bretagne comme cible probable. Garbeau avait l'intention d'inverser la réflexion de Hitler. En 1944, les renseignements de Garbeau et les bombardements stratégiques près de Calais par les Alliés, laissant la Normandie pratiquement intacte, avaient allé complètement déconcerter le haut commandement allemand, les persuadant que le Pas-de-Calais était bien la cible. Grâce à l'agent Garbeau et à d'autres comme lui, Hitler choisit de retenir 250 000 soldats en Scandinavie pour défendre contre une attaque en Norvège. Le point culminant de la ruse eut lieu le 6 juin 1944, lorsque les forces alliées débarquèrent sur la plage d'Omaha en Normandie. La 7e armée allemande fut prise au dépourvu et à faible niveau de préparation, pensant que les mauvaises conditions météorologiques signifiaient qu'aucune attaque n'aurait lieu ce jour-là. Même le général Erwin von Rommel, le renard du désert lui-même, était ce jour-là de retour en Allemagne pour célébrer l'anniversaire de sa femme. Même alors que les troupes alliées déferlaient sur les plages de Normandie, le haut commandement de Berlin hésitait à réveiller Hitler de son sommeil, convaincu que la véritable attaque d'une force bien plus importante aurait lieu à Calais. Pendant 2 jours après le jour J, le commandement allemand resta trompé, attendant une attaque de la First United States Army Group, inexistante, et l'ouverture du véritable second front. Ce n'était que le 9 juin qu'un appel désespéré du général Gerd von Rundstedt poussa Hitler à déployer les redoutables divisions Panzer nazies. Cependant, Garbeau transmit un message crucial ce jour-là, renforçant la diversion en Normandie et suggérant qu'une offensive majeure viserait toujours Calais. Ce message arriva au bureau de Hitler et, preuve de la confiance des nazis en Garbeau, entraîna l'arrêt ordonné par Hitler des divisions blindées allemandes vers la Normandie. Ce fut un moment qui changea le cours de l'invasion, sauvant d'innombrables vies alliées et assurant un point d'appui stratégique en Europe. Même au 22 décembre, des divisions allemandes stationnèrent encore au Pas-de-Calais, dans l'attente de l'attaque fantôme de Fusag. En fait, il y avait alors encore plus de force au Pas-de-Calais qu'il n'y en avait eu avant même le début de l'invasion de Normandie. La clé du travail accompli par l'agent Garbeau et d'autres courageux agents doubles comme lui résidait dans le fait que les Allemands n'avaient pas été trompés uniquement le jour J. C'est pendant le jour J plus 1, le jour J plus 2, le jour J plus 3 et ainsi de suite, lorsque les renforts étaient continuellement retardés, que cela a fait toute la différence. En août 1944, les Alliés et la résistance française préparaient la bataille de Paris, tandis que les Soviétiques pressaient les nazis à l'Est. La carrière de l'agent Garbeau dans le renseignement touchait à sa fin. Les agents du renseignement allemand se rendaient en masse aux Alliés alors que le Troisième Reich s'effondrait. Juan Pujol avait continué à opérer en tant qu'agent double bien après le jour J. Il a joué un rôle clé pour s'assurer que les attaques de bombes allemandes, utilisant leur puissante fusée V1, manquaient leur cible prévue à Londres. Avec les nazis pratiquement démantelés, les Britanniques ont envisagé d'utiliser Garbeau comme agent double contre le nouvel ennemi qui montait à l'Est, l'Union soviétique. Mais cela a été jugé trop dangereux. Pujol était terrifié à l'idée que son identité soit finalement découverte, et il y avait suffisamment d'Allemands qui l'auraient considéré comme un traître et auraient voulu lui faire du mal. Juan Pujol Garcia était sorti victorieux de sa guerre personnelle contre Hitler, le 29 juillet 1944. Ironiquement, Pujol reçut un message de l'Abwehr, l'informant qu'il allait de recevoir la Croix de Fer, la plus haute distinction militaire allemande, habituellement réservée aux soldats de première ligne. Peu avant Noël 1944, Pujol fut également honoré par les Britanniques lors d'une cérémonie secrète au cours de laquelle il fut nommé membre de l'ordre de l'Empire britannique.
Cela fit de Juan Pujol Garcia le seul individu décoré par les deux camps pendant la Seconde Guerre mondiale. L'agent Garbo continua de communiquer avec les Allemands jusqu'à la fin de la guerre. Lorsque des foules en liesse se sont déversées dans les rues de Piccadilly Circus et Regent Street, le 8 mai 1945, Pujol envoya son dernier message aux Allemands pour leur dire qu'il fuyait en Amérique du Sud. En juin 1945, Juan Pujol est allé aux États-Unis avec son ami du Military Intelligence, 5 et ex-agent traitant, Tommy Harris. Là-bas, ils ont rencontré J. Edgar Hoover, le chef du FBI, qui, à la surprise de Pujol, n'a pas tenté de le recruter. Impressionnés par les exploits de Garbo, les Américains lui ont remis les documents nécessaires pour voyager en Amérique du Sud. Après un bref séjour aux États-Unis, Pujol a voyagé en Amérique du Sud pour chercher une nouvelle maison pour sa famille. Il a choisi de s'installer au Venezuela, voyant en ce pays un avenir prospère et démocratique. Avant de s'installer définitivement et pour son dernier coup d'éclat, l'agent Garbo est retourné à Madrid, où il a rencontré d'anciens membres de l'Abwehr, dont son ancien agent traitant, Federico. Si ce n'était que cela. La manière dont il a été accueilli par les Allemands alors vaincus, y compris le versement d'une importante récompense pour ses services rendus au Reich, a prouvé que sa supercherie avait été crue jusqu'à la toute fin. Pujol est ensuite revenu à une vie plus calme et plus routinière, commençant sa nouvelle vie au Venezuela, où il enseignait l'anglais aux employés locaux de la compagnie pétrolière Shell, puis a ouvert une papeterie. Le mariage de Juan avec Araceli, malheureusement, n'a pas survécu à la guerre. Bien qu'elle l'ait rejointe au Venezuela et lui ait donné une autre fille, leur relation n'a pas pu être sauvée. Araceli est rentrée en Espagne avec leurs enfants en 1948. L'année suivante, et pour le protéger d'éventuelles représailles. Le Military Intelligence 5 avait fait croire que Pujol était décédé en Angola du paludisme. Cette histoire s'est répandue partout, relayée même à Araceli et à ses enfants, qui, malheureusement, ont été laissés à croire que leur mari et père étaient morts. Pendant plus de 3 décennies, Juan Pujol a vécu paisiblement au Venezuela, loin du danger, de l'intrigue et des actes héroïques de son ancienne vie. Il s'est remarié avec Carmen Cilia et a eu 3 enfants avec elle. Son anonymat a cependant été brisé lorsque l'auteur et historien du renseignement britannique Nigel West l'a retrouvé en Amérique du Sud, peu avant le 40e anniversaire du débarquement du jour J. West était catégorique. Pujol devait se rendre en Grande-Bretagne pour être honoré par le duc d'Édimbourg, époux de la reine Élisabeth II. Réticent, mais pensant qu'après tout ce temps, tout sympathisant nazi qui lui voudrait du mal était soit trop âgé, soit mort. L'agent Garbo est enfin sorti de l'ombre et revenu en Angleterre. Là, il a officiellement reçu son membre de l'ordre de l'Empire britannique qui lui avait été décerné en secret tant d'années auparavant. Juan Pujol s'est également rendu en France, où il a retrouvé avec émotion d'anciens collègues du Military Intelligence 5 et des vétérans militaires sur la plage d'Omaha, où des milliers de visiteurs envahissaient Tiemaí les plages pour commémorer le 40e anniversaire du débarquement du jour J. Là-bas, le petit Espagnol a été célébré comme un héros, y compris par beaucoup de ceux qu'il avait aidé à sauver des décennies plus tôt. Juan Pujol Garcia, l'homme qui espérait disparaître dans l'anonymat, avait désormais son visage en première page des journaux du Royaume-Uni jusqu'à l'Europe continentale. La nouvelle s'est rapidement répandue en Espagne, où sa famille perdue de vue a été choquée d'apprendre que leur mari et père n'étaient pas morts en Angola, mais bel et bien vivants. Pujol a eu des retrouvailles poignantes avec sa famille à l'hôtel Majestic de Barcelone, où la famille a passé quelques heures ensemble. Après être retourné au Venezuela, Pujol écrivait de longues lettres émouvantes à sa famille, remplies d'amour et de regrets pour les décennies perdues. 4 ans plus tard, le 10 octobre 1988, Juan Pujol a été victime d'une attaque cérébrale et est décédé plus tard dans la journée. Il a été enterré dans un cimetière du parc national vénézuélien. Sa pierre tombale, parmi tant d'autres dans ce cimetière envahi de végétation, porte simplement l'inscription Moitum Dastansant Semalage et Krayet, souvenu par son épouse, ses enfants et ses petits-enfants.
Bien que le succès de la victoire alliée pendant la Seconde Guerre mondiale ne puisse jamais être attribué à un seul individu, il est impossible de comptabiliser le nombre de militaires et de civils alliés qui ont été sauvés grâce aux actions de Juan Pujol. Pour cela, il a été qualifié de l'agent double, le plus réussi de l'histoire et de l'espion qui a vaincu Hitler. Aussi vrai que soit un nombre de ses surnoms, il n'aurait eu aucune importance pour l'agent Garbeau. L'agent Garbeau compte parmi les rares espions de l'histoire à avoir agi avec des motivations pures. Juan Pujol Garcia était un homme guidé par l'idéalisme et l'espoir d'un avenir meilleur.